Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 134e éclairage ou briefing, comme vous préférez, donc avec une configuration un peu particulière aujourd'hui. On est deux à Moscou et les autres sont en balade, comme toujours, mais fidèles au poste et faisant l'impossible pour être en contact à la bonne heure et au bon moment. Donc merci à tous les deux. Alors je pense que comme d'habitude, on va commencer par Arnaud, qui a certainement plein de bonnes nouvelles ou de moins bonnes, mais de toute façon intéressantes dans sa besace. Nous t'écoutons. Merci. Alors, je précise que c'est un sosie qui s'exprime à la place d'Arnaud Dubien, qui effectivement est en vadrouille. C'est une manie présidentielle, ou proto-présidentielle. Plus sérieusement, quelques nouvelles d'économie avec la Banque mondiale qui a revu sa prévision de croissance pour 2023. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une prévision de récession. La Banque mondiale table sur un recul du PIB de la Russie de 0,2%. Contre moins 3,3 précédemment. C'est finalement assez proche des dernières prévisions du Fonds monétaire international et on attend désormais les prévisions du ministère russe de l'économie qui doivent tomber d'ici la fin du mois d'avril. Toujours au rayon des prévisions macroéconomiques, l'Institut de prévision de l'Académie des sciences de Russie qui a publié son évaluation de la croissance potentielle du pays jusqu'en 2035. Ils sont assez décevantes, il faut le dire. La trajectoire envisagée est de plus 1%. Encore une fois, on parle de croissance potentielle. C'est moins que précédemment, c'est moins qu'avant 2013. Et là, on parle potentiellement d'une nouvelle décennie perdue pour l'économie russe, d'une nouvelle décennie perdue après celle déjà fort décevante enregistrée depuis 2013. Parmi les facteurs qui plombent, entre guillemets, ces perspectives, il y a la démographie, les investissements qui restent insuffisants, et enfin les exportations qui devraient se situer à des niveaux moins élevés qu'avant, en particulier à cause de la contraction déjà observée des exportations de gaz vers l'Europe. Troisième nouvelle économique du jour, il s'agit plus d'un constat, en l'occurrence, le rouble qui paraît se stabiliser quelque peu après le glissement enregistré au cours de la dernière quinzaine. Aujourd'hui, donc, on est à un taux de 1 pour 82 s'agissant du dollar, 1 pour 89 en ce qui concerne l'euro. Comme je le disais lors du précédent éclairage, on revient finalement à des niveaux proches de ceux qui existaient avant le 24 février 2022. En tout cas, cette dernière séquence, ce glissement observé au cours des 10-15 derniers jours devrait avoir deux conséquences assez rapides et assez visibles. D'une part, le renchérissement des importations. Il faut dire que depuis l'été dernier et jusqu'à une période récente, le rouble fort couplé aux importations parallèles avait pu créer l'impression, certains diront l'illusion, d'une normalité inchangée finalement, s'agissant de la plupart des biens de consommation occidentaux. Là, avec un rouble qui retrouve des niveaux autour de 85-90, et alors même que certains circuits vont devenir plus difficiles, en particulier via la Turquie, il faut s'attendre à un renchérissement des biens de consommation et des biens industriels aussi, importés d'Europe occidentale. L'autre conséquence plus favorable pour l'État russe, c'est des rentrées budgétaires plus abondantes, puisque les cours du pétrole, on l'avait dit, sont repartis à la hausse. Cela devrait se poursuivre. Et conjugué à un rouble faible, eh bien, cela veut dire que les rentrées devraient être plus importantes. Et d'ailleurs, en mars, on observe pour la première fois depuis le début de l'année un budget fédéral équilibre, même légère excédent. En d'autres termes, l'effet de panique, ou en tout cas le narratif entendu, lu et vu dans certains médias occidentaux sur une Russie qui serait au bord de la faillite, ce narratif ne sera plus d'actualité au vu des derniers chiffres. Quelques mots de politique intérieure. Le gouverneur de la région de Koursk, M. Starovoyt,
qui a précisé qu'il n'y aurait pas de défilé de la victoire le 9 mai prochain dans sa région, région qui, je le rappelle, est régulièrement frappée par l'armée ukrainienne. Le gouverneur de la région de Belgorod avait annoncé une mesure similaire un peu plus tôt. L'opposant Vladimir Kara-Murza, qui encourt 25 années de détention. C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet général pour trahison, je cite. Kara-Murza, je le rappelle, est l'un des rares opposants de la mouvance Navalny à ne pas avoir émigré. Il avait déjà été catalogué agent de l'étranger, il avait été poursuivi pour discréditation des forces armées. Aujourd'hui, on est dans une configuration encore plus dure du point de vue pénal. Enfin, un député de la Douma d'État, qui est vice-président de la commission à l'information, M. Gorelkin, se prononce en faveur de la levée des restrictions frappant le réseau social Twitter en Russie. Pourquoi ? Parce que, observe-t-il, les institutions d'État, le Kremlin, le MID et d'autres structures publiques ont en effet pu retrouver l'usage de leur compte Twitter, ce qui, à ses yeux, justifierait donc une modification de la position de la Russie sur le sujet. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. La première partie de ton intervention, là, tu parlais justement de perspectives économiques un petit peu moroses du fait de certains facteurs. Est-ce que ça vient en contradiction des prévisions du FMI qui semblaient plutôt roses il y a une semaine ou 15 jours? Non, pas du tout. Que disait le FMI? D'abord, le FMI pour 2023 envisage une fourchette qui est autour de zéro en réalité. On est dans la marge d'erreur statistique. Pour l'année prochaine, une croissance un peu plus soutenue, mais qui est en réalité un effet de rattrapage. Là, je parlais du potentiel de croissance à 12-13 ans, 12 ans en l'occurrence. Ce qui n'exclut pas évidemment soit des croissances plus faibles en raison d'incidents par exemple, ou à l'inverse des rattrapages qui sont par définition éphémères. Donc non, il n'y a pas de contradiction en l'occurrence. D'accord. Alors, on demande ici, ça rejoint plutôt la politique intérieure et tu parlais des opposants en prison. Est-ce qu'il semblerait que l'affaire du dessin d'enfant avec le père séparé, choses comme ça, prenne un peu plus dans le public que d'autres affaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Oui, en tout cas, l'affaire a ému localement dans la région de Toula, c'est certain, sans doute au-delà. Parce que, faut-il le rappeler, et pour autant que je le sache, je parle sous le contrôle de Pavel, comme toujours, c'est la première fois depuis 1956 qu'une famille est séparée à la suite d'un jugement qui est, en tout cas, perçu par beaucoup en Russie même comme plutôt politique. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, et encore une fois, dès qu'on touche aux enfants, c'est par définition sensible, quel que soit le pays, et la Russie ne fait pas exception. Donc oui, c'est une affaire qui ne sera pas oublié de sitôt, qui pourrait nuire d'ailleurs, en tout cas c'est ce qui se dit à Moscou, au gouverneur de la région de Toula, qui a pu jouer un rôle, en tout cas si ce n'est dans l'affaire, en tout cas dans sa médiatisation. J'observe cependant que tout le monde reste droit dans ses bottes, et que malgré tout, le message qui reste, c'est que eh bien, les parents payent pour les actes de leurs enfants, même très jeunes. Et le message qui reste, c'est un message d'extrême fermeté. C'est un euphémisme. Alors, on nous demande une précision. Le potentiel de croissance à 12 ans, c'est 1% par an? Oui, c'est ça, bien sûr. Oh, Donc, d'accord. une trajectoire à 1%, envisagée encore une fois par l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences de Russie, qui est un centre plutôt réputé pour ses approches de centre-gauche, plutôt interventionnistes. En tout cas, ce n'est pas une structure d'inspiration libérale, mais ce sont des gens, des économistes extrêmement sérieux qui recommandent plutôt une politique, une autre, ce qu'on qualifierait en France d'autres politiques.
en d'autres termes, moins à cheval sur l'inflation, avec des taux d'intérêt plus bas pour envisager une relance, en particulier une relance industrielle. Alors, la même auditrice que nous saluons d'ailleurs, parle apparemment, je croyais que le gouvernement cherchait à détacher les ventes du pétrole du dollar. Alors, est-ce qu'il peut vendre son pétrole autrement qu'en dollars? C'est ça la question, je pense. Alors, d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui vend le pétrole, ce sont les compagnies pétrolières, qui, pour certaines, sont des compagnies publiques, comme Rosneft, d'autres sont des entités privées, comme Lukoil ou Surgut, Surgut Neft et Gaz. Euh, ce- En revanche, l'État perçoit bien sûr des taxes, des impôts, et j'attire votre attention sur le fait que la fiscalité du secteur pétrolier est en train de changer. On en avait parlé. L'État russe cherche à se mettre à l'abri des aléas, des fluctuations. Et à partir du mois d'avril, le Brent sera toujours pris comme référence et donc un rabais de 34, c'est-à-dire que les compagnies pétrolières vont payer un impôt calculé sur une assiette qui ne pourra pas être inférieure au cours du Brent, moins 34 dollars. Donc aujourd'hui, ça ferait 51. Et ce rabais va baisser. Enfin, ce n'est pas un rabais, c'est plutôt une assiette de calcul pour arriver à 25, à moins 25 en juillet. Tout ça, couplé encore une fois à l'affaiblissement du rouble, fait que les rentrées fiscales tirées des hydrocarbures devraient atteindre leurs cibles qui, je le rappelle, sont fixées à 8 000 milliards de roubles cette année, c'est-à-dire à peu près 100 milliards d'euros. Merci beaucoup. Igor, c'est à toi. J'imagine que tu as aussi quelques nouvelles à nous donner. Oui, oui, j'ai quelques nouvelles effectivement à vous donner. Juste pour poursuivre ce qui a été dit avant sur le pétrole, il y avait un autre phénomène qui se produisait avant l'éclatement de la guerre et ce qu'on a connu depuis, c'était qu'on avait assisté depuis 2016-2017, enfin deuxième moitié des années 2010, à un phénomène de décorrélation entre le prix du pétrole russe, du baril russe, et le taux de change du rouble avec le dollar. C'est-à-dire que pour faire schématiquement, jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce phénomène-là, quand le dollar, quand le baril était très fort à 100 dollars ou plus, ou même 90, le rouble était fort, et puis vice-versa, quand le rouble diminuait, bon, bah, ça devait correspondre à un cycle où le baril était bas. Bon. On s'est aperçu dans la deuxième moitié des années 2010, à partir de 2015-2016, que on a une décorrélation de ce phénomène-là. Quel que soit finalement le cours du baril, eh bien, le rouble vivait un petit peu sa vie. Et d'ailleurs, on se souvient de périodes où justement il y avait un baril qui se vendait entre 90 et 100 ou un peu plus que 100, et où le rouble restait dans 75, 80, voire 82, 83. Là, c'est pour l'euro en l'occurrence, mais donc restait finalement à des niveaux assez bas. Il ne revenait pas à 60 ou à 55 ou ailleurs. Hein. Et ça, c'était lié notamment à une explication, c'était que c'était la règle budgétaire en réalité, c'est-à-dire que tout ce qui était, la Russie vendait un baril, tout ce qui dépassait par rapport aux prévisions budgétaires fiscales, le surplus qui était dégagé, si vous voulez, par rapport au prix de vente du baril, était immédiatement thésaurisé, c'est-à-dire mis de côté. Et la Russie stockait donc des dollars, stockait des devises qu'elle retirait de la vente de son pétrole et par conséquent, elle ne le réinjectait pas dans l'économie, ce qui fait qu'on ne retrouvait pas cet argent, ce surplus, si vous voulez, derrière dans le taux du rouble. Bon, ça, évidemment, c'est des choses qui vont grandement évoluer parce que la Russie cherche à dédollariser, on vient de l'expliquer, et parce qu'évidemment, le contexte a radicalement changé avec maintenant des plafonds de vente, etc. Donc, il faudra voir dans quelle mesure il subsiste des choses de ce phénomène, ou en tout cas, comment ça va évoluer. Si je puis me permettre, Igor, il y a un autre phénomène assez nouveau, c'est le fait que les compagnies pétrolières, en tout cas les agents impliqués dans les exportations de pétrole, semble-t-il, ne rapatrient pas les devises, en tout cas pas tout, et les stockent dans des endroits très opaques, à dessein, et probablement à la demande du gouvernement russe d'ailleurs. Voilà, exact. Alors, pour en venir à l'actualité de ces derniers jours, je vais commencer par vous parler des fuites de documents du Pentagone, puisque c'est une affaire qui monte en puissance dans les médias, sur les réseaux
sociaux, qui créent des polémiques, qui créent des discussions très, très vives. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une série de documents qui sont présentés comme émanant du Pentagone, qui sont présentés comme hautement classifiés et qui se sont retrouvés publiquement diffusés via des réseaux sociaux à partir de, on va dire, il y a quelques semaines déjà, sauf qu'au début, on ne les a pas forcément vus passer, on n'a pas forcément pris ça au sérieux, sauf que l'affaire a commencé à monter en puissance parce qu'on s'est aperçu que c'était des documents qui paraissaient assez fortement authentiques. Et ce sont des documents qui sont destinés à l'origine aux hauts responsables du Pentagone. Et vous avez assez schématiquement deux séries de documents. Vous avez une première série de documents qui a été fuitée, qui sont des cartes, en fait, des cartes qui représentent la situation tactique et opérationnelle sur le champ de bataille. Des cartes assez détaillées, vous avez tout ce qu'on peut imaginer, en légendes, des dégradés de couleurs, etc. Mais surtout beaucoup d'informations chiffrées sur les dispositions militaires de part et d'autre de la ligne de front, sur les pertes de part et d'autre, ça je vais y revenir après, sur le personnel étranger, alors étranger côté OTAN, c'est notamment les forces spéciales d'un certain nombre de pays de l'OTAN, avec le détail, enfin combien de personnes. Enfin, vous avez plein d'informations sur ces cartes qui sont quand même présentées comme étant des cartes authentiques. Ça aussi, il y a un débat sur l'authenticité, je vais y revenir juste après. Et dans la deuxième série de documents, on parle d'une 50aine de pages qui s'apparente là aussi donc, à une documentation interne au Pentagone destinée à briefer des hauts responsables du ministère des États-Unis de la Défense, qui sont donc des briefings et des synthèses, des analyses qui sont assez détaillées sur la situation politique en Russie, sur la stratégie en Russie à l'égard du conflit en Ukraine. Aussi côté ukrainien, des analyses sur ce qui se passe en Ukraine, mais ça dépasse aussi l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur l'Iran, et notamment sur le nucléaire iranien, des sujets sur la Corée du Nord. Donc des documents assez détaillés, qui, d'après le Washington Post, dont la publication, d'après le Washington Post, a créé un effet de panique au Pentagone, hein, c'est les termes employés par le journal, en raison du fait qu'ils sont tombés sur les réseaux sociaux. Les Américains ont manifestement essayé de reprendre le contrôle de la situation un tant soit peu en essayant de les effacer d'Internet, mais évidemment avec un succès très très relatif. Alors c'est évidemment embarrassant à plus d'un titre. Alors évidemment il y a le débat donc sur l'authenticité de ces documents. C'est-à-dire que bon, même nous, quand on les a vus passer il y a quelques jours maintenant, on s'est dit bon, bah, c'est encore une fumisterie, enfin circuler, il n'y a rien à voir, sauf qu'en réalité, manifestement, c'était suffisamment sérieux pour que les autorités américaines, en l'occurrence le Pentagone, s'en préoccupent. Alors, il y a toujours le débat de savoir est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est une intox. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que derrière, sur un certain nombre de ces documents qui ont été diffusés, les chiffres ont été ensuite, entre-temps, trafiqués ou changés. Bref, il y a eu ce qu'on appelle une manipulation dans la manipulation, et ça place dans l'embarras pas mal de monde. Alors, ça place dans l'embarras les Américains, parce que ça révèle quand même l'évaluation. Bon, si on part du principe que c'est des documents quand même relativement authentiques, même si les chiffres ont été parfois quelque part un petit peu trafiqués, mais en tout cas, la réaction des Américains traduit quand même un embarras, puisqu'on révèle quand même l'évaluation faite par les Américains sur la situation sur le champ de bataille. Je l'ai dit, le contexte politique en Russie, une foultitude d'analyses stratégiques, telle qu'elle est censée être restituée à des responsables du Pentagone. Ensuite, ça laisse aussi entrevoir, et ça embarrasse aussi les Américains, comment est-ce qu'ils s'informent. Il y a quand même beaucoup d'informations lorsqu'on fait parler ces documents sur la nature des sources sur lesquelles ils font reposer leur analyse, et notamment des sources humaines, mais aussi des sources techniques, puisqu'il y a un certain nombre de programmes qui sont cités dans ces documents qui n'ont pas vocation à être cités publiquement, même si on suspectait leur existence ou que leur existence pouvait être, comment dirais-je, évoquée dans des discussions en off entre spécialistes, et que parfois c'était pas vraiment non plus un secret, mais en tout cas, c'est des choses qu'on préfère pas forcément voir se retrouver en public et surtout dans ce type de contexte-là. Et surtout que parmi ces programmes, et notamment la façon dont ils étaient utilisés, on s'aperçoit une nouvelle fois qu'ils étaient aussi utilisés pour surveiller, voire espionner des Américains. Et donc ça aussi, ça place les États-Unis, évidemment, encore une fois, un petit peu en difficulté. Certains alliés des États-Unis et les Ukrainiens redoutent que les Américains à l'avenir soient moins partageurs en termes d'informations vu les fuites qu'il y a eu. Alors, on ne sait pas d'où elles proviennent. A priori, on pourrait imaginer qu'elles proviennent du côté américain, mais bon, peut-être que ces documents
On peut être fuité par d'autres canaux, ça on ne sait pas. La question se pose aussi de savoir s'il y aura d'autres fuites dans les jours à venir. Est-ce que ça y est, tout ce qui devait fuiter a fuité, ou est-ce qu'il y aura encore d'autres documents qui vont sortir? Une fois de plus, ça livre sur tout l'étendue des pertes côté ukrainien, ainsi qu'une évaluation très sobre et assez peu optimiste de l'état de l'armée ukrainienne qui est faite par les services américains. Donc voilà, c'est en tout cas quelques articles assez alarmistes dans la presse outre-Atlantique sur ces fuites et les conséquences que cela peut avoir aussi bien au niveau politique, mais aussi au niveau de ce qui se pourrait se passer sur le champ de bataille, notamment en termes d'offensive, contre-offensive, dans quelle mesure ça peut bousculer le calendrier qui pourrait être prévu ou qui pouvait être prévu, notamment par les Ukrainiens. Deuxième information, elle porte sur les céréales dont vous parlez jeudi dernier, hein, souvenez-vous, à l'occasion de mon point sur la visite de Volodymyr Zelensky en Pologne. Les choses ont évolué puisque la Pologne a cessé toute importation de céréales depuis l'Ukraine en accord avec Kiev et pour une mesure qui est présentée donc comme étant temporaire. La Pologne n'est pas la seule puisque la Hongrie a aussi décidé de resserrer les contrôles sur les transits, les importations de céréales ukrainiennes sur son territoire. Ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne, comme je vous l'avais indiqué jeudi, a été sollicitée par Varsovie, mais pas seulement par Varsovie, aussi par les Hongrois, pour réagir, proposer des mécanismes pour ralentir, entraver, on va dire, l'afflux de céréales ukrainienne sur le marché européen. La Commission européenne a refusé de se prononcer, elle a refusé d'instaurer toute forme de taxation sur les produits agricoles ukrainiens et finalement renvoyé ces deux États à des mesures qu'ils avaient à entreprendre sur une base de coordination avec l'Ukraine ou sur des mesures unilatérales. Et c'est donc ce qui s'est passé. D'après l'évaluation de la Commission européenne qui est citée par le ministre roumain de l'Agriculture, les fermiers roumains, polonais, hongrois, bulgares et slovaques auraient essuyé un manque à gagner de pratiquement 500 millions d'euros à cause des céréales ukrainiennes qui sont beaucoup moins chères et qui se sont retrouvées sur leur marché après qu'on ait décidé finalement de les faire transiter, de les faire arriver sur donc le marché européen. Alors, les conséquences de de cette fermeture, hein, finalement, de la voie vers la Pologne et la voie à travers la Hongrie pour le marché européen, eh bien, c'est que finalement, la voie maritime à travers la mer Nord va être encore plus importante et encore plus précieuse pour les Ukrainiens pour évacuer leurs céréales. Et donc, ça va évidemment rendre le deal céréalier encore plus important pour Kiev, hein. Je rappelle que c'est un accord qui court jusqu'à la mi-mai, en gros. Les Ukrainiens l'ont reconduit pour 120 jours, mais les Russes, de leur côté, je vous avais expliqué, je ne vous reviens pas dessus, ont expliqué que quant à eux, c'était jusqu'à la mi-mai, jusqu'à l'échéance présidentielle en Turquie. D'ailleurs, Sergei Lavrov était en fin de semaine dernière à Ankara, où il a rencontré Erdogan pour s'entretenir notamment sur la question des céréales. Donc un accord céréalier qui sera encore plus important pour les Ukrainiens. Et donc, la pression va monter sur ce dossier-là et qui risque me semble-t-il, de renforcer un peu plus la main des Russes, puisqu'une fois encore, c'est une carte quand même assez importante qu'ils ont dans leur jeu, puisque, une fois de plus, qu'il y ait deal ou pas deal céréalier, les Russes vendront et ont vocation à vendre leurs céréales et leurs engrais sur le marché mondial. On ne peut pas les retirer, sinon là, on va vraiment créer une crise très, très grave sur ce marché-là. Simplement, pour l'instant, me semble-t-il, le fait de rester dans cet accord est quand même plutôt un geste, alors pas dire geste de bonne volonté, parce que dans cette crise, le terme geste de bonne volonté est assez connoté, mais en tout cas, est finalement une faveur un peu qui est un peu faite aux Turcs, et notamment à l'approche de l'élection présidentielle en Turquie. Troisième information, c'est les commentaires d'Emmanuel Macron dans son retour de Chine. Le président français a achevé son voyage sa déplacement de 3 jours en Chine, donc la semaine dernière. Il a, sur le chemin du retour dans son avion, embarqué quelques journalistes avec lui. Il s'est livré à quelques confidences à ces journalistes qui ont depuis créé un peu de remous sur les réseaux sociaux et dans la presse. Puisqu'il fait ce que certains qualifieront de rechute, d'autres diront qu'il a eu une illumination, mais il se met à reparler d'autonomie stratégique de l'Europe, mais il va même plus loin, puisqu'il explique que l'Union européenne doit diminuer sa dépendance à l'égard des États-Unis sur l'armement et l'énergie. Alors ça, c'est pas trop de chance, parce que depuis le 24 février 2022, c'est complètement l'inverse qui se passe. Et d'autre part, il explique que l'Union européenne doit aussi diminuer sa dépendance à l'égard de l'extraterritorialité du dollar. Bon, ça, c'est pas un phénomène nouveau, hein, ça fait des décennies que ça dure.
Alors, l'autonomie stratégique, il en parle dans quel contexte? Il explique que il y a un risque pour les Européens de se retrouver entraînés dans une crise qui n'est pas la leur. En l'occurrence, il pense à Taïwan, ce qui empêcherait de constituer l'autonomie stratégique de l'Europe. Donc, il reste en soi une espèce d'horizon, hein, dans la façon, visiblement, dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Et donc, il dénonce, enfin, en tout cas, il attire l'attention sur le risque de suivisme des Européens à l'égard de la politique étrangère américaine par réflexe de panique. C'est son expression. Alors, sur Taïwan plus précisément, Emmanuel Macron doute qu'il soit de l'intérêt de l'Europe qu'il y ait un embrasement à Taïwan. Et je terminerai en citant encore une phrase d'Emmanuel Macron, donc le verbatim, hein, tiré d'un article de Politico. Les Européens n'arrivent pas à régler la crise en Ukraine. Comment pouvons-nous dire de manière crédible sur Taïwan, attention, si vous faites quelque chose de mal, nous serons là. Donc là, imagine qu'on s'adresse à la Chine. Si vous voulez augmenter les tensions, c'est le meilleur moyen de le faire. Fin de citation. Voilà, Gilles. Effectivement, pas mal de choses, c'est assez important. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. Il y en a une, alors je ne sais pas lequel de vous répondra à ça. On est à la limite du diplomatique et du politique. Certains médias ont fait référence à une réunion de Poutine avec 14 ambassadeurs, au cours de laquelle les ambassadeurs n'ont pas applaudi Poutine. Que s'est-il vraiment passé? Car dans la liste d'ambassadeurs, il y avait des ambassadeurs comme celui de la Syrie, par exemple. Alors, effectivement, j'ai vu la vidéo, mais il semblerait qu'un de nos ambassadeurs ait dit que de toute façon, il n'était pas habituel d'applaudir dans ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y avait un espèce de malaise dans cette réunion. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? En fait, c'était une réunion, c'était des remises de lettres de créance, hein, par les nouveaux ambassadeurs. Donc, il y avait Suite Syrie, mais il y avait également le nouvel ambassadeur de l'Union européenne qui était convié à cette cérémonie donc, de remise des lettres de créance, même s'il est arrivé physiquement à Moscou depuis plusieurs mois, me semble-t-il. Il les a remis donc seulement la semaine dernière. Après, je ne connais pas le protocole pour ce type de réunion. Est-ce qu'il faut applaudir ou pas? Ça m'étonnerait qu'il faille applaudir, mais bon, une fois de plus, je ne le connais pas. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine a profité de cette cérémonie de remise des lettres pour faire un discours, un discours manifestement un peu plus appuyé, un peu plus long que d'habitude, pour dénoncer une fois de plus les États-Unis, tout ce qu'on connaît, parce qu'il y avait également la nouvelle ambassadrice, je ne sais pas comment il faut dire, des États-Unis qui était également présente à cette réunion de remise des lettres de créance. Et donc, il en a profité pour lui faire un peu une lecture de sa façon dont il voit les choses. Oui, c'est une mini-polémique qui a enflé. Pourquoi? Parce que lors de précédentes remises de lettres de créance, il est arrivé que les ambassadeurs applaudissent certains passages du discours. Et donc, par contraste, le silence, cette fois-ci, a été interprété par certains comme le signe d'une vive désapprobation de la politique russe, et voire même une démarche contre le président russe. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on n'a pas plus de questions. On a juste un de nos auditeurs fidèles qui nous dit de signaler cette info importante. Le beau temps est revenu à Moscou, ce qui est tout à fait vrai. On a un grand beau soleil, il fait sec, la neige a disparu, donc c'est plutôt sympathique. Donc, fin de ce briefing 134, monsieur le directeur Chinsky. Merci Gilles. Oui, je vous avais enduit d'erreur la semaine dernière, jeudi, avec ma peinture à erreur et mon pinceau, en vous annonçant la présence du président d'Azbukov-Kous le 18 avril à notre conférence Retail. Ça sera le 18 mai, non pas le 18 avril, mais ça viendra bien assez vite. Pour le reste, les briefings, lundi et jeudi, nous vous retrouverons donc dans 3 jours à 17h30, 16h30 heure de Paris, la hotline. Les newsletters, une conférence conjointe avec nos amis de la Chambre de commerce américaine, l'AmCham, avec qui nous partageons intervenants et souveraineté, un 2 tiers, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, selon la norme moscovite. Le commerce de détail au premier trimestre 2023, état des lieux, tendances et solutions. Et ensuite, le 20 avril, une rencontre annuelle des femmes dirigeantes. Vous voyez, nous aussi, nous sommes à l'heure de l'ESG, à l'avant-pointe
des tendances les plus constructives. Nous avons même une session du comité industrie et production consacrée à l'agenda ESG, comme l'organisait à la belle époque la société Ernst Young, comme également gérer son stress dans le noir ou comment rester aimable en mangeant des légumes. Voilà, donc l'agenda ESG. Merci à tous, tenez bon. Voilà, et comme toujours, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie se tient à vos côtés. À bientôt.